Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de quelque chose dont les médias ne parlent pas. C'est simple, il y a eu un séisme en Iran, dans un désert, dans une zone pas sismique en Iran, et pourtant il y a beaucoup de zones sismiques en Iran, donc là c'est vraiment manque de bol s'il y a eu un séisme. Et c'est un séisme qui a été détecté uniquement, à ce que je connais, par les Arméniens. Un séisme d'une magnitude de 4,8. Et l'Azerbaïdjan qui est juste à côté, qui n'est pas du tout ami avec l'Iran, eux, ils n'ont rien vu. Par contre, ils sont alliés avec Israël. Parce que quand il y a eu la guerre dans le Haut-Karabakh contre les Arméniens, et les Israéliens avaient vendu beaucoup de matériel de haute technologie pour équiper leurs drones, d'équipements militaires, vendus par les Israéliens pour l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan, il va sûrement pas dire des choses publiquement qui pourraient contrarier donc les Israéliens. En tous les cas, le gouvernement israélien. Et à côté de ça, on a donc le gouvernement israélien qui est depuis un an littéralement en guerre avec Gaza. Ils sont en train de raser gratis. Là maintenant, ils sont en train de s'occuper du Liban, du Hezbollah. Du coup, la semaine dernière, le 1er octobre, il y a justement une semaine, les Iraniens ont décidé d'envoyer 200 missiles sur Israël, alors qu'ils sont dans une opération soi-disant pour améliorer la sécurité d'Israël. Je tiens quand même à le rappeler, parce que ça c'est important. Donc le gouvernement israélien, il est à fond sécurité, il est à fond en train d'expliquer « on vous protège, on s'est loupé il y a un an, mais là on ne laissera plus rien passer ». Et là, tu as 200 missiles qui t'arrivent dessus. Bon, après, qu'il y ait eu des dégâts ou pas, c'est une autre histoire. Il semblerait quand même qu'il y ait des missiles qui soient atterris pas très loin des bases militaires, quand même, au passage. Mais bon, ça, c'est pas tout à fait la version officielle. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse jusqu'alors. Voilà. Et ça, c'est étrange. Parce que c'est pas le genre des Israéliens. Et par contre, ce qu'il y a eu, c'est donc ce séisme le 5 octobre. Parce qu'Israël, tout simplement, était en train de discuter avec les Américains sur qu'est-ce qu'ils allaient faire contre les Iraniens, peut-être attaquer donc les puits de pétrole. Et c'est vrai que sans argent qui rentre, aucun régime peut durer longtemps, surtout que ils sont sous embargo depuis tellement longtemps, les Iraniens, qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de stock d'or ou de quoi que ce soit. Ça doit être assez difficile. Donc si en plus on leur coupe les vivres, là, ça va être la cata, et effectivement, vous pouvez avoir peut-être un changement de régime pour le coup. Et donc, ce test, s'il est nucléaire, et à ce moment-là, ça pourrait tout changer. Alors, il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut se rendre compte quand il y a deux plaques. Comment on sait, comment on a des suspicions qu'en fait, c'est un test nucléaire? Parce que quand vous avez deux plaques, vous avez d'un côté donc une Terre qui a une histoire différente de l'autre, et c'est deux plaques qui se touchent très fortement, mais c'est deux plaques différentes. Et du coup, quand il y a une onde sonore qui vient taper là-dessus, ça se réverbe. Il y a une partie qui passe de l'autre côté, mais comme le contenu peut être légèrement différent, et le sera sûrement, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes continents, ça va pas se propager de la même manière, à la même vitesse. Et puis aussi, ça va se réverber. Donc il y a un écho. Et quand vous avez un séisme, en fait, c'est tout le long que ça tremble. Donc, quand vos sismographes vont repérer les ondes, eh bien, c'est comme ça qu'on peut savoir. Tandis qu'une bombe nucléaire, elle n'est pas exactement au point de la friction, elle est forcément plus loin. Du coup, ça fait un écho. Et du coup, c'est pas le même type d'onde non plus. C'est-à-dire, vous avez une très forte compression, ça fait bing comme un coup de marteau sur une plaque en fer. Et puis après, ça fait boum, puis après ça vibre moins et ça va en descendant. Alors ça fait un écho pendant un certain temps, ce qui fait que ça peut rester, à un moment donné, ça peut vibrer très fort, parce que ça fait un écho autour, mais c'est pas le même genre d'écho que deux plaques qui se frottent et qui glissent. Et en plus, pour un tremblement de terre, au début c'est comme un glissement de terrain, ça se déclenche un petit peu. Vous voyez,
juste au début du déclenchement de terrain, ça commence déjà un peu à bouger, mais juste un peu. Puis d'un coup, ça s'accélère très rapidement. Et ben là, c'est pareil. Donc au début, vous avez un petit préambule. Même s'il est petit, il est quand même là. Tandis que quand vous avez une bombe nucléaire qui explose, il n'y a pas de préambule. C'est bim, tout de suite. En plus, ça fait une compression terrible sur les roches. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très différent. Même si vous mettez par exemple beaucoup d'explosifs, genre 7000 tonnes dans un trou, vous les faites sauter, eh bien la compression ne sera pas aussi soudaine. Ça pourra faire un séisme de même magnitude, mais la compression ne sera pas aussi nette. Voilà. Donc c'est par ce genre de... D'ailleurs, je vous mets des images. Vous avez vu, je vous ai mis des images pour voir un peu les différents types. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, à côté de ça, il n'y a pas que ça comme test nucléaire dont on n'a pas parlé. Il y a aussi un événement qui s'est produit donc le 17 septembre en Norvège et en Finlande. On a repéré donc un pic de césium-137 et d'uranium-235. Alors ça, ce ne sont pas des choses qu'on trouve facilement dans la nature. Clairement, c'est des choses, ce sont des types accidents nucléaires, ce genre de choses. C'est quand on met du fuel nucléaire, donc du combustible nucléaire dans une centrale éventuellement, ou quand on en ressort, ou alors quand il y a un relâchement de gaz aussi pendant le fonctionnement. Enfin bref, c'est rarement une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Alors, il y en a qui disent, oui, il y a eu des incendies en Ukraine, justement dans l'oblast de Kharkiv à ce moment-là, et c'est vrai, c'est documenté, j'ai pu constater, les autorités ukrainiennes ont conseillé à partir du 20 septembre que les gens restent chez eux pour éviter donc de se balader. Il y avait une pollution ambiante et effectivement des feux de forêt. Et puis effectivement aussi une dépression au-dessus donc de l'Autriche à cette même période avec des vents tournants qui tournaient dans ce sens-là. Et donc effectivement la pollution pouvait passer d'abord sur la Russie et après retomber sur la Finlande. Mais bon, c'est quand même un peu étonnant des feux de forêt. C'est pas nouveau. Alors pourquoi là, ces feux de forêt-là et pas les autres qu'il y a eu avant Bon, ok. Et puis aussi, la dépression, elle n'était pas tout à fait encore là le 20 septembre, parce que c'est le 20 septembre qu'il y a eu cette dépression à cet endroit-là. Donc, c'est un peu étonnant que la Pologne, ils aient rien vu. Bon, il y a des suspicions. Puis à côté de ça, au moment de ce pic, il y a eu surtout une temporalité avec ce qui se discutait entre alliés occidentaux. Il était question d'autoriser l'Ukraine à choisir, à faire des frappes de longue portée dans le territoire russe, ce qui est pour l'instant interdit. Et ça en utilisant donc les missiles de type Scalp français ou leur pendant anglais ou même les missiles américains. Ce qui est intéressant, c'est que de toute manière, ce sont des militaires occidentaux qui programment ces armes. On n'a pas fourni le mode d'emploi de ces missiles. Donc derrière, pour chaque frappe, vous avez donc un gouvernement occidental qui donne son aval. C'est pas possible autrement, c'est un militaire occidental qui programme le missile. Et pourquoi on tient absolument à garder le contrôle sur la destination de ces missiles? C'est parce qu'il y a eu un précédent, par exemple, avec la guerre irano-Irak. Ça date, Et ce qui s'est passé, c'est que on a donné certaines assurances à Saddam Hussein quand il a voulu faire sa guerre contre les Iraniens, parce qu'il y avait des méchants mollahs dont on ne voulait pas, qui avaient beaucoup déçu les Occidentaux, et donc c'était bien vu qu'ils aient une punition. Simplement, la guerre s'éternisait, Saddam Hussein réclamait des armes qu'on mettait du temps, là aussi comme en Ukraine, à lui fournir, et donc au bout d'un moment, plutôt que de se retrouver dans une guerre qui allait durer 10 ans, il a eu envie de dire, voilà, vous me livrez rapidement ces armes, qu'on en finisse, parce que les Iraniens, maintenant, ils sont sur mon territoire à Bassora et compagnie. Et donc, ce qu'il a fait décoller un étendard avec des missiles, Exocet, probablement, et il a tiré carrément sur un navire américain. Alors après, dans la presse, on expliquait que c'était les Iraniens qui avaient tiré. Mais non, en fait, c'était
C'était donc les Irakiens. C'est documenté, hein, c'est pas une blague. Hein. Et donc, la réaction des Américains, ça n'a pas été de dire « Oh là, mais qu'est-ce que vous nous faites ?» et tout, parce que ils surveillent, hein, les Américains, ils savent bien qu'il y a eu un avion, un missile qui est parti, ils ont des radars, ils surveillaient la zone comme tout le monde. Même la frégate qui a été touchée, elle avait un radar aussi, hein, elle a vu venir le truc. Et elle a bien compris qui c'était qui l'envoyait. Et donc, loin de leur en tenir rigueur aux Irakiens, on a accéléré, et on a continué à fournir des armes. Saddam Hussein a eu gain de cause, hein, quelque part. Donc, bon, c'est des choses. Les Occidentaux ne veulent pas se retrouver embarqués parce qu'ils veulent bien épuiser les Russes, mais peut-être pas que ça aille trop loin. Et il faut aussi comprendre quel est l'état d'esprit des Russes derrière. Parce que, à tort ou à raison, eux, ils considèrent que c'est une guerre de proxy, que les Ukrainiens, ils font pas que se défendre, ils font aussi l'usure du matériel de guerre russe. Donc, c'est important de replacer ça dans la discussion, parce que derrière, à cette même période, ils ont fait des tests avec Satan 2, un missile Satan 2 là, qui s'est très mal passé, et le truc il a explosé. Donc ça c'est documenté, mais c'était la même période, c'était après le 16 septembre. Donc le test, il y a dû avoir un test qui a dû foirer 16 septembre, et ils ne pouvaient pas rester comme ça, ils se sont dit on va faire se décoller un Satan pour tester, mais là ça a foiré. Donc bon, c'était pas non plus... alors on peut... les gens pro-ukrainiens pourraient dire applaudir et se dire ouais génial, super. Alors il y a quand même, faut tempérer un peu, c'est-à-dire que quand on en arrive là, la Russie, elle menaçait les Occidentaux. Elle disait si vous autorisez les frappes avec des missiles longue portée chez moi par les Ukrainiens, enfin entre guillemets par les Ukrainiens, c'est que vous-même vous êtes en guerre, parce que finalement c'est vous qui programmez ces missiles. Donc vous êtes en guerre avec moi, avec tout ce que ça implique derrière. Il n'a pas fait un long discours, hein. Fallait comprendre entre les lignes, hein, en disant vous serez en guerre finalement avec moi, vous comprenez? Moi à mon tour je vais vous taper dessus. C'est ça ce que ça veut dire, mais c'était suffisamment grave pour pas qu'il donne cette explication nette et franche, entre guillemets à la populace, hein. Fallait comprendre entre les lignes ce que ça voulait dire. Et donc derrière, ces tests qui ont échoué décrédibilisent quelque part donc les armes nucléaires russes, et du coup ça peut laisser supposer que finalement elles seront pas fiables et que finalement c'est pas un si grand danger que ça. Alors qu'en fait on n'en sait pas, c'est un pari, et ça peut donner envie de tenter le pari. Donc vous voyez, c'est pas non plus forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour les Russes, ça n'est pas non plus mécaniquement une bonne nouvelle pour l'Europe non plus. Voilà. Parce que du coup, la dissuasion, on prend un coup. À côté de ça, il y a encore des tests qui semblent se préparer en Corée du Nord. C'est ce qu'annoncent donc aussi les Coréens du Sud cette fois-ci. Tout ça en prévision des élections. Hein. Il est probable que la Corée du Nord veuille rappeler, soit après ces élections ou même plutôt avant, pour expliquer ce qu'il en est, qu'eux, ils ont des armes nucléaires et qu'ils les testent. Voilà. Bon, s'il y en a qui veulent apporter leur contribution dans les commentaires, ils sont le bienvenus. Hein. Moi, je suis pas sismographe. S'il y en a qui peuvent compléter, pas de souci, avec plaisir. Hein. Et puis, je vous dis bonne journée, puis tenez-vous au courant et prenez soin de vous. Allez, salut!